Bonjour à vous, Azoul, il est 14h04. Nous sommes le dimanche 2 février, bon début de semaine. On entame le deuxième mois de l'année. Ça file très vite ce temps. Pluvieux d'ailleurs, on a envie de rester à la maison sous la couette, ne même pas aller au travail, mais bon, il faut quand même assurer sa journée. Un monde qui souffre, mais nous on s'accroche. Alors comment faire pour garder sa force et surtout le désir d'agir? Eh bien il faut juste avoir confiance dans les capacités de l'être humain. Que nous réserve l'émission d'aujourd'hui? Eh bien, on s'intéresse à la musique des films avec notre invité Younes Bahri, musicien, compositeur. On en saura un peu plus dans quelques instants. Et on découvre aussi une jeune artiste peintre, Manal, qui expose au Centre culturel universitaire. Toute l'équipe est à votre service. Il y a Mohamed Toualbi à la réalisation et Badi Haddad à l'antenne. On se retrouve juste après cette chanson et on démarre notre émission. On est ensemble jusqu'à 15h. Elle est indémodable, la chanson du regretté Kamel Messaoudi, qui est bien interprétée par Salima Abeda, qu'on salue. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti d'album, non, cher Mohamed Toualbi? Il faudrait qu'on l'appelle pour savoir qu'est-ce qu'elle va nous proposer. Est-ce que vous avez aimé monsieur Younes Bahri? Beaucoup. Ok. Vraiment, oui. Est-ce que c'est l'interprétation ou la musique? L'interprétation, l'arrangement revisité avec la petite touche de guitare électrique. Tout à fait. Très sympathique aussi. Ça, c'est le professionnel qui parle, voilà. Est-ce que vous avez aimé mademoiselle Manal? Oui. Voilà, c'est une belle version. Hein? Oui, c'est une belle version. Vous la connaissez? Bien sûr, oui. D'accord. Alors, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 15h. Honneur aux dames, peut-être, si vous permettez. Oui, on se tourne vers Manal. Oui, tout à fait. Vous êtes bien élégant. Merci. Younes Bahri. Alors, Manal, une petite présentation. Alors, jeune artiste, en ce moment même, vous exposez au Centre culturel universitaire. Vous allez nous donner après l'adresse. Une première exposition solo. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Manal, je suis artiste peintre autodidacte et j'expose actuellement au Centre culturel universitaire Sciences humaines, Khalifa Bouchalfa. Qui a pour titre Métamorphose, votre exposition? Métamorphose chromatique. Le titre de l'exposition, c'est Métamorphose chromatique. Et de quelle formation vous êtes, pour dire aux auditeurs? De formation, je suis ingénieur mécanique. Voilà, pour vous dire. On va bien s'attendre. C'est fou, hein. Vous allez voir, hein, on a deux invités, ils viennent d'horizons différents, mais ils sont dans l'art. Ils se sont versés dans l'art et puis je trouve qu'il n'y a pas mieux. Ça fait du bien. Oui. Et vous avez décidé de vous mettre à la peinture, c'était quoi le déclic, Lina? Alors, j'ai toujours aimé créer, peindre, être tout ce qui est manuel. Oui. Après, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de consacrer plus de temps à ça. Et ça s'est fait petit à petit. Mais qui vous a donné envie, le déclic? Un artiste peintre, une exposition? En fait, c'était comme un besoin. Donc, c'était comme un besoin de créer. Au début, c'était juste pour moi. Après, j'ai voulu rencontrer mon public et montrer mon travail. Ok. Il faut oser quand même. Hein? Oui, c'est vrai qu'il faut oser, surtout quand on est autodidacte, on n'a pas forcément... Parfois, on se dit, est-ce qu'on est prêt à montrer son travail? Donc là, l'exposition, c'est 4 ans de travail. C'est depuis 2020, le premier confinement, jusqu'à fin 2024. D'accord. Voilà. Eh ben, je reviens vers vous. Alors, Younes Bahri, merci. Vous êtes multi-instrumentiste et compositeur de musique de film dans celle de Lotfi d'Ahmed Rajdi. Oui. Et de la série dramatique Imma et bien d'autres, hein, vous allez nous en citer. Vous venez d'animer à Dar Abdeltif une résidence de formation sous le thème La musique au service du cinéma, organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Bienvenue au studio. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de vous et de votre parcours? Comment devient-on compositeur de musique de film, Younes? Vous voulez que je résume le contenu de la formation? Oui, le contenu en 5 minutes. Okay. Si vous arrivez, même plus, hein, on peut vous autoriser. En fait, c'était justement l'un des principaux objectifs de cette masterclass, c'est d'expliquer qu'être compositeur de musique de film est un métier à part entière, donc qui est quelque part différent du simple métier de compositeur. Je dis simple, non pas pour simplifier l'importance de la chose, mais juste pour expliquer que c'est quelque chose qui demande des compétences un peu différentes et qui vont au-delà de la simple compétence artistique. Donc on est compositeur, ok, c'est génial, c'est bien. Donc là c'est l'aspect créatif de la chose. Mais après pour la musique de film, c'est un processus qui est très codifié. Donc ça demande aussi beaucoup de capacités relationnelles. Comment gérer ce process avec les réalisateurs, comment gérer les rejets, comment gérer la frustration, comment gérer les insécurités. Mais aussi certaines compétences beaucoup plus techniques.
parce que souvent on se retrouve à faire beaucoup plus que le travail de la simple composition. Donc on fait le mixage, on fait l'orchestration, on fait de la synchronisation, on gère une équipe, on gère la relation avec une autre équipe qui vient d'horizons différents, qui vient d'un univers aussi différent. Et donc, comment devient-on compositeur de musique de film? Surtout par rapport à vous, c'était quoi, à quel moment vous décidez? Parce que vous aussi, vous êtes d'une formation qui est complètement loin du milieu artistique. En effet, enfin, ma formation initiale est en physique théorique. Voilà, physique théorique, vous imaginez. Mohamed, et je mets à faire de la musique, voilà. Mais il y a de la physique un peu, hein, peut-être dans la préparation. Oui, on peut trouver énormément de passerelles entre les deux, mais je préfère séparer les deux. Enfin, je préfère rester sur la rigueur scientifique quand on parle de physique et sur le processus créatif quand on parle de musique. Je ne suis pas très fan de cette... Des allers-retours entre les deux. Oui, voilà, ça... Essaye de trouver des mathématiques dans la musique, etc. Je n'en suis pas très fan. D'accord. Mais alors, comment l'envie est venue? Au fait, je vais reprendre un mot qui est pour moi qui résume... enfin, oui, le terme qu'elle a utilisé, c'est le besoin. Donc, j'ai commencé avec l'école andalouse. Donc, j'ai commencé mon aventure musicale avec l'école andalouse et Chabi. C'est l'école d'Arnati. Ok. Donc, c'est l'Asala, l'association qui s'appelait l'Asala. Mais petit à petit, c'était beaucoup plus ce besoin de passer de la simple interprétation musicale à la création musicale. Sauf que là, on se rend compte qu'il faut qu'on apprenne, que ce n'est pas juste quelque chose qui nous vient. Certes, abstraction faite de l'aspect inspiration, etc., mais comment traduire cette inspiration en une musique concrète. Donc là, il faut apprendre les bases de la composition, de l'orchestration, de l'harmonisation, etc., etc. Donc, quand on dit autodidacte, les gens parfois pensent qu'il s'agit juste de... Voilà. Oui, voilà, je me suis réveillée un matin. Oui, non, autodidacte, ça veut dire qu'on a appris aussi. Il y a des formations. Il y a des formations qui se font, donc on s'intéresse à ça, mais aussi on apprend ça à un rythme très intense aussi, pour pouvoir justement arriver à dire qu'on est compositeur ou à créer quelque chose. D'accord, mais on se dit il faut qu'il y ait l'envie. Je veux dire, on ne peut pas décider, on se lève le matin. Bien sûr. Après, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un déclic? Honnêtement, non. Donc c'était quelque chose qui est venu graduellement. D'accord. Petit à petit, c'était une sorte de processus qui est arrivé vers... En tout cas, vous avez bercé dans l'andalou. Oui. Voilà, et qui a fait... Alors, dans la revue des deux écrans, dans les années 80, Safi Boutella estimait qu'en Algérie, la musique fautait en ce sens qu'elle ne respectait pas l'idée de la musique doit coller au film au lieu de lui faire concurrence. Il semblerait mettre en cause les compositeurs. Est-ce que vous considérez pour votre part, Younes, que c'est aux réalisateurs et aux producteurs d'acquérir les compétences pour collaborer efficacement avec les compositeurs? En fait, c'est une responsabilité qui est partagée, qui est vraiment partagée, mais moi, je donne beaucoup plus de responsabilité aux compositeurs de faire cet effort de pédagogie et de sensibilisation vers le réalisateur. Le réalisateur n'est pas musicien, il n'est pas censé être musicien. Donc lui, il n'a pas à nous expliquer, nous, compositeurs, qu'il veut un violon qui joue en ré mineur une mélodie, une telle mélodie. Lui, il a une vision dramatique, il a une vision artistique qu'il va expliquer dans son propre jargon. C'est-à-dire, il dit, je veux une musique qui tend vers le rouge, une musique grandiose, une musique urbaine. Et c'est le travail du compositeur de communiquer suffisamment avec le réalisateur au point de pouvoir décrypter ce que le réalisateur veut dire. Voilà. Il faut peut-être lire le scénario, il faut peut-être voir aussi le contenu. Là, ça dépend vraiment des approches. Là, ça dépend des approches. L'approche conventionnelle en composition de musique de film veut que le compositeur intervient une fois que le montage est fait. Après, là, faute de temps, aussi pour que le compositeur puisse s'imprégner beaucoup plus de l'univers du projet, là, on assiste beaucoup plus à l'émergence de cette école où le compositeur est impliqué à un stade assez avancé, assez précoce de la production. Donc dès la lecture du scénario, il assiste au tournage, il interagit avec les différents comédiens. Vous allez nous dire comment ça se passe, comment sur le terrain. Je me tourne vers vous, Manel, artiste peintre, jeune artiste peintre. Alors vous avez fait plusieurs expositions avec d'autres, c'était au niveau des galeries d'art, est-ce que dans le milieu artistique, comment votre peinture est perçue? Est-ce que vous avez eu un bon retour? Alors oui, j'ai fait quelques expositions collectives. J'ai fait à la galerie de Bebsowal, du centre commercial Bebsowal, aussi à Fantasyland, à La Hachor. Et il y avait de bons retours, mais c'est vrai que là c'est différent parce que j'ai une exposition, j'ai toute la salle pour raconter une histoire, il y a une cohérence et une idée derrière l'exposition, mais oui, ça m'a encouragé, les expositions collectives, à continuer à préparer une exposition en solo. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre peinture?
c'est de l'abstrait, c'est comment vous définissez? Alors moi, j'aime bien la décrire en disant que c'est du symbolisme. Ok. Parce que chaque objet que je dessine a une symbolique. Après, je m'oriente plus vers le réalisme, avec des couleurs comme là. C'est pour ça que j'ai choisi le terme chromatique. C'est des couleurs vives, parce que chroma, ça veut dire que c'est de la haute saturation. Donc c'est une peinture colorée. Et il y a beaucoup de bleu, de rouge, de rose. Oui, il y a un rose vif, un bleu vif, des couleurs complémentaires dans un même tableau. Il y a aussi parfois du monochromatique. Et même par exemple, j'expose, donc il y a des crânes dans cette exposition. Oui. Mais ils sont ils sont vides les crânes ou pleins? Non, c'est des crânes. C'est des crânes, oui. Mais avec des couleurs vifs. Oui. Donc pour être loin du morbide. D'accord. C'est ça. C'est un peu ça qui vous a donné envie peut-être d'aller plus vers la couleur? Parce que cette morbidité, ce monde qui va mal, ces guerres, ces maladies, ces virus, c'est d'ailleurs au moment de la Covid que vous êtes mis à peindre. Oui, alors l'exposition donc représente, elle explore le thème de la fin et du début. Donc elle invite à une réflexion sur le cycle de la vie. Donc ça peut être la vie en général ou juste un chapitre. Mais moi, quand j'ai commencé à créer, j'ai commencé par les papillons. Donc, qui représente la métamorphose, la transformation et le début, nouveau départ. Après, j'ai eu le besoin de faire les crânes, parce qu'ils font une fin pour avoir un début. Mais quand on regarde l'exposition, je vais dire que c'est les crânes qui représentent la première partie. Vous pouvez intervenir, hein, Younes, si ça vous plaît. Et les papillons, c'est la deuxième partie. Donc c'est ça, c'est un cycle. Et c'est un peu, en fait, il y a donc un mur, il y a des crânes, et l'autre, il y a des papillons. C'est un peu une rencontre un peu inattendue. Oui, c'est ça. On a du mal à se dire les crânes en face et les papillons de l'autre côté dans l'expo. C'est un dialogue visuel que j'ai trouvé intéressant. C'est pour ça que... Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Manel, Lynn, c'est quoi ce dialogue? Qu'est-ce qu'ils se disent donc entre le crâne et le papillon dans votre exposition? En fait, moi, je veux souligner l'importance du changement et que c'est pas forcément une chose péjorative, la fin. Donc, on peut pas, si on veut du changement, un nouveau départ, il faut accepter qu'il y a une fin. De toucher le fond. C'est ça. Donc, il faut clôturer un chapitre, accepter la fin, parce que quand on a deux termes qui sont opposés, ils se donnent du sens l'un l'autre. Bien sûr. Donc son début, la fin n'aura aucun sens. Donc c'est ça. D'accord. Vous êtes d'accord par rapport à ce qu'elle vient de dire, Manel? Il faut qu'on touche un peu le fond pour renaître de ces cendres. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les défis liés à la musique de film et comment ça se passe? Alors, on vous contacte. Alors, juste peut-être, Younes, si vous permettez, rappelez aux auditeurs tous les films où vous avez composé les films. Donc, il y a des films très récents, des feuilletons qu'on a vus sur Ramadan passé. Ramadan passé, non. Ramadan d'avant. Les d'avant, voilà. Oui. Le dernier projet sur la télévision, c'est Dalf Chouch, réalisé par Jafar Gassem. Une expérience expérience unique. Il vous a contacté? Pardon? C'est Jafar Gassem qui vous a contacté? C'est sa production. Cinéma, dernier projet qui sont toujours en cours d'ailleurs, c'est Dir Khtal Ben Khlouf, réalisé par Yasmine Chouir, et Sil Hawass, toujours en cours de production. Il y a eu aussi une première expérience dans la comédie musicale dramatique, donc c'est le spectacle Tham al-Hurriya qui a été produit à l'Opéra d'Alger. Absolument, donc en novembre dernier. Vous étiez le seul compositeur? Oui. Ok, d'accord. Enfin, j'ai été on a travaillé bien sûr en équipe, donc avec mon ami Zohair Mazari, le chef de chœur, vu que la chorale avait un rôle axial dans ce spectacle. Et donc lui aussi, il a intervenu sur les arrangements de quelques anciens chants qu'on avait revisités. Mais la musique, oui, je l'avais composée. Donc voilà, après... Mais alors, comment ça se procède quand vous faites, par rapport au feuilleton, on va dire, d'Alf Chouch, vous avez le scénario, vous discutez avec Jafar Gassem, comment ça se passe? Alors comment oui, le travail se fait? Beaucoup de discussions, beaucoup de communication, énormément de discussions. Après, la télévision, c'est un peu différent de la musique de film. Parce que la télévision, le processus est différent déjà de celui de la musique de film. Le processus de composition de musique pour des séries de Ramadan est encore plus différent parce que le facteur temps joue contre nous tous.
Et donc, ça devient vraiment une véritable barrière à la communication, au travail serein et tranquille. Mais, pardon, oui. Mais en fait, il faut qu'on trouve des moyens pour dépasser cela, donc trouver les bonnes astuces, même si parfois il y a une torsion du processus qui se fait, c'est-à-dire on ne respecte pas vraiment le process tel qu'il est censé se passer. On est censé travailler sur des montages, sur des séquences finies, sur des séquences montées. Là, on se retrouve souvent à faire un peu de système D, parce que souvent ça tourne et ça monte et ça mixe et ça se diffuse en même temps. Voilà, ça se diffuse. Comment ça se passe? Donc vous avez l'épisode, on vous l'envoie et vous... Idéalement oui. Idéalement oui, sauf qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas toujours dans ces situations idéales. Sur Yemma par exemple, c'était une expérience complètement dingue, parce que là c'était tellement impossible de continuer à travailler avec des allers-retours. J'ai dû déplacer tout mon studio. Vous êtes installé sur place. Donc je suis allé avec l'équipe à l'hôtel Sidi Fraj, je pense, je ne sais plus. Et donc là-bas, parce qu'il fallait avoir le feedback du réalisateur, Mehdi Blade, que je salue énormément, tout de suite. Le monteur finit l'épisode, il me le descend, je travaille sur montage, j'appelle le réalisateur, il valide et hop. D'accord. Et comment on s'inspire de quoi, Younes Bahri, quand on est Alors là, je vais reprendre encore une fois un mot qui est un terme clé, qui est l'histoire. Oui. Et ça rejoint la citation que vous avez lue tout à l'heure de Safi Boutella par rapport à la musique, qui n'est pas censée rentrer en concurrence avec l'image, mais est censée compléter l'image. Le rôle de la musique dans un film n'est pas uniquement d'illustrer, n'est pas uniquement d'accompagner, mais c'est aussi de raconter l'histoire et de raconter ce que l'image n'arrive pas peut-être à raconter par elle-même. Et donc... Mais vous titillez une autre sensibilité. Par exemple, on peut fermer nos yeux, on ne voit pas l'image, mais la musique nous accompagnera de ce feuilleton ou de ce film-là. Absolument. Mais en fait, encore une fois, la musique n'est pas censée prendre le dessus. Donc la musique, il doit toujours y avoir ce rattachement à l'histoire, qui est l'histoire du film, qui est l'histoire du feuilleton. Et donc, on n'est pas entièrement dans cette liberté de créer en fonction d'une inspiration purement personnelle et intrinsèque. Mais en fait, cette inspiration doit être cadrée par les directives et par la vision musicale et artistique du réalisateur. C'est le réalisateur qui compose réellement. D'accord. Et le compositeur le il interprète cette vision un peu dramatique et musicale que le réalisateur donne avec des notes et avec des sons. Mais ça, au fait, c'est un peu là toute la subtilité de c'est pour ça que je parle de métier à part entière. Parce que souvent, on pense qu'en tant que compositeur, on est compositeur et donc on a cette liberté de créer. Voilà, d'aller comme on veut, Alors, notre... absolument pas. Donc, c'est un peu là tout le défi, c'est là que réside tout le challenge. Quelle est la musique du film ou du feuilleton qui vous a le plus quand même stressé, pris du temps à faire, Younes? Honnêtement, toutes. Toutes. Là, pour les 2 films qui sont en cours, on est large, parce que c'est encore en cours de production, donc on prend le temps d'expérimenter, d'essayer des choses, de conceptualiser. Mais pour les feuilletons, c'est toujours une course contre la montre et une course pas très agréable dans la plupart. Oui, j'imagine. Voilà. Mais comment vous concevez? Comment ça se passe quand on décide d'accompagner tel film ou tel feuilleton? Comment on travaille? Est-ce qu'on a des sons qu'on doit écouter? Est-ce qu'on voit des choses qui nous inspirent? Comment ça se passe dans la tête d'un compositeur? On doit absolument se limiter à 100% à la vision du réalisateur. Après, si le réalisateur préfère nous donner des références musicales, ce qui est souvent le cas, donc voilà, sur cette scène, je vois plus quelque chose qui ressemble à cette musique-là ou à cette chanson-là. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce qu'en termes d'instrumentation, en termes de mélodie, en termes d'harmonie. Après la seule source d'inspiration est l'histoire, en fait. Du film. Je sais que parfois, dit comme ça, c'est abstrait, mais c'est réellement le cas, et c'est exclusivement le cas. Est-ce que vous avez vu ces feuilletons, ces films Yemma, Dalef Chouch Non, vous regardez pas? Je regarde pas la télé, non, j'ai pas eu l'occasion de les regarder. D'accord, Ramadan, alors vous regardez pas. C'est drôle, hein, parce qu'on a beaucoup de gens, quand même, Ramadan, c'est en face la télé pour les feuilletons. Oui, j'ai pas eu l'occasion de regarder. Qu'est-ce que vous faites pendant les soirées de Ramadan? Vous faites de la peinture, Lina, Manel? Oui. Vous êtes souvent, c'est ça votre passion? Il n'y a pas une autre passion? Si, j'ai d'autres passions, mais là, je me consacre plus à la peinture. C'est vrai qu'au Ramadan, je passe du temps avec ma famille et je peins. D'accord, c'est plus la peinture, voilà. Oui. Il faudrait aussi accompagner votre peinture avec de la musique. Ça irait très bien, c'est une belle association. Oui.
Alors, une petite pause si vous le voulez bien, et puis on revient à vous. L'instant culture, c'est jusqu'à 15 heures. Ne partez pas trop loin. On parle de musique et de peinture pour débuter la semaine. بالله علي عذروني راني نسح في المكتوب. Encore une reprise aujourd'hui, on est inspiré, monsieur le réalisateur, hein. Merci, le groupe Zahir, et puis on a reconnu la voix de notre collègue et ami Sidi Ali Idriss qu'on salue. C'est chaque... rappelez-moi s'il vous plaît le jour de la diffusion. Voilà, samedi 22h minuit, on a le plaisir de retrouver Sidi Ali Idriss et à la réalisation Mohamed Toualbi pour du Chabi, du bon Chabi, donc ne ratez pas l'émission. 14h35, je continue à passer du temps et du bon temps avec nos invités. On a le plaisir de recevoir Manal Line, elle est jeune artiste, autodidacte, elle est ingénieure en mécanique, oui, et elle se lance dans l'artistique. Voilà, elle fait de la peinture. Sa première exposition solo, elle est au centre culturel universitaire, c'est du côté de la rue Khalifa Bou Khalfa. Oui. Vous allez nous dire jusqu'à quand elle dure pour que les gens puissent venir visiter votre expo. Et Younes Bahri, je continue. Alors, vous me disiez, Manal Line, que cette première exposition solo, donc il y avait des papillons, et il y avait aussi des crânes, mais en même temps, par rapport au tableau de Fatima Al-Makra, pourquoi ce personnage vous a-t-il inspiré, Manal? Alors, c'est une histoire algérienne de la Casbah, oui, l'histoire de la Casbah. Donc, j'ai voulu interpréter cette histoire avec un triptyque. Donc, c'est 3 toiles qui représentent donc, un tableau. Donc, il y a le premier tableau, c'est la scène, pour ceux qui connaissent l'histoire, où Fatima donne le tagine à la voisine. Oui. Après, on a le deuxième avec Fatima qui est en train de prier, de pleurer, parce qu'elle vient de son compte qu'elle a donné sa part de la maison et n'a plus où aller. Et la troisième, j'ai voulu un peu changer, interpréter. Et, à votre façon. Oui, et dessiner le regret de la sœur. J'ai rajouté ça en dernier, le regret de la sœur, qu'elle s'est rendue compte que... Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais résumer. Donc on a 2 sœurs. Bon, bien sûr, ça se transmet à l'oral, donc il y a plusieurs versions de l'histoire. Donc moi, ce que j'ai décidé de prendre, c'est qu'il y avait 2 sœurs qui ont hérité d'une maison. Donc une s'appelle Fatima Al-Makra, donc on l'appelle Makra parce qu'elle... Pour ses beaux yeux. Oui, elle faisait beaucoup de henné aussi. De henné et de khel. Oui, et il y avait sa sœur qu'on appelait Rzena, Saleha, et donc la première était en train de préparer un repas. Donc dans des versions d'Il Mtouam, dans notre Bouzlouf. Beaucoup plus Mtouam, hein, dans la version qu'on connaît. Oui. Et puis Wahda Jazit Wahmed. Oui. Après, oui, la voisine. Oui, donc qui est à côté. Elle n'a pas osé demander directement donc, de goûter à ce plat. Oui, donc elle a demandé, elle a dit est-ce que vous pouvez me donner une braise pour allumer le feu. Elle partait, elle revenait, elle revenait à chaque fois. Et l'odeur lui donnait envie. Oui. Et après un moment, Fatma a tilté, donc la petite. C'est sa sœur qui faisait la cuisine, donc l'autre elle faisait rien. Oui. Donc elle a compris que peut-être elle n'était pas là pour le feu, mais elle cherchait autre chose. Donc elle a compris. Donc elle a demandé à sa sœur est-ce qu'on pouvait lui donner un peu du plat, oui. Donc sa sœur a refusé catégoriquement. Donc elle lui dit non, je vais pas lui donner. Donc Fatma, avec, enfin je sais pas, elle voulait vraiment lui donner ce plat. Elle lui dit je vais te donner ma part de la maison. On lui donne le plat. Ouais. Très belle histoire, hein, pour dire que oui, elle a... Donc la sœur a dit oui, bien sûr, elle ne va pas dire non. Après, donc Fatma est partie donner le plat à la voisine. La voisine était très contente. Elle a dit, voilà, elle était contente. Elle a dit la blkhir, comme on dit. Et après, elle s'est rendue compte que maintenant, elle n'a plus où aller. Ouais. Parce que ils sont orphelines. Ouais. Et c'est... Donc elle a commencé à pleurer, elle a prié Dieu pour qu'il l'aide et qu'il la sorte de cette situation. Et le lendemain, sa sœur est venue toquer à sa porte, la porte de sa chambre, pour aller chez le juge. Oui, pour qu'elle lui prendre la part. Oui. Conclure l'affaire. C'est ça. Oui. Donc Fatma ne répondait pas. Elle frappait. Après, elle ne pouvait pas ouvrir la porte. Elle n'arrivait pas à ouvrir la porte. Elle a couru. Il y avait des passants. On dit qu'il y avait même un imam avec eux. Elle leur a demandé de venir l'aider à ouvrir la porte. Donc même les hommes ne pouvaient pas. Après, ils ont forcé la porte. Et ils l'ont trouvée. Donc elle était déjà décédée dans sa chambre. Elle était donc, prête à être enterrée. Et il y avait une belle odeur qui se dégageait de la chambre. Après, on dit qu'ils n'arrivaient même pas à la soulever pour l'enterrer. Donc ils ont décidé de l'enterrer dans sa chambre.
Voilà, donc déjà, elle allait se faire évacuer de la maison. Elle est morte Mais finalement, là. elle est morte dans cette... Elle ouais. était enterrée dans sa chambre. C'était... Comment vous avez représenté dans ces deux tableaux, donc trois tableaux, Trois vous avez dit tableaux, voilà un triptyque. Donc on voit les deux personnages à chaque fois. On voit, dans le premier, on voit les trois, donc la voisine Fatma. Et après, dans un coin du tableau, on voit la sœur qui n'est pas contente. Après, dans le deuxième, on voit Fatma qui est en train de prier, qui est en train de pleurer. La troisième, on voit la sœur qui est en train de... On voit dans sa langage corporel qu'elle regrette. Donc finalement, vous n'êtes pas inspiré, vous êtes inspiré de ce genre d'histoire, hein, du quotidien, des anecdotes, du patrimoine. Elle a trouvé une partie de la maison contre un plat. Non, juste pour... Oui, c'est ça. Et elle s'est inspirée de ça en le mettant sur... Rapprochez-vous du micro. En la mettant sur le tableau. Il y a eu un bon retour. Il y a eu des commentaires parce que c'est une histoire qui a marqué des générations, hein, surtout dans l'algérois. Hein, je ne la connais pas. Enfin, voilà, oui. Oui. Donc avec le CCU, on a décidé de mettre ce tableau pour représenter la direction que j'ai envie de prendre dorénavant, Inch'Allah. Donc la direction que j'ai envie de prendre, c'est déjà de travailler plus avec de l'huile, parce que c'est le tableau réalisé avec la technique de l'huile. Et de vous inspirer, voilà. À raconter des histoires. Est-ce qu'on peut en peinture raconter des histoires? Oui, bien sûr. On l'a toujours fait avec la peinture et j'aimerais continuer et vous lancer. Oui, m'orienter plus vers donc le storytelling et raconter. Et pourquoi cette histoire spécialement? Elle vous a plu? Manel? Donc ça parle de l'importance de donner, de partager et... De partage et de solidarité. Oui. Ça c'est depuis très jeune, on le sait, s'il y a des odeurs ou s'il y a un couffin et que le voisin est à côté, on essaye soit de partager avec lui, soit de... Mais maintenant, ça a complètement changé. Hein. Oui. Voilà, surtout quand vous avez une voisine enceinte à côté, n'oubliez pas, si vous faites quelque chose de bon, partagez avec elle. On continue avec Younes. Dites-nous, est-ce qu'on peut dire que le compositeur de musique de film est-il un médiateur, un commentateur ou un interprète de la valeur dramatique ou émotionnelle d'un film? Vous pouvez répéter les trois propositions. Alors, médiateur, commentateur ou interprète de la valeur dramatique ou de l'émotionnel du film. Je prends Joker 50-50. Il n'est pas médiateur, il est interprète à part entière. Il est interprète à part entière, encore une fois à condition que ce qu'il fait n'entre pas en concurrence avec ce que l'image raconte déjà. Après, c'est là où vient toute la valeur de la musique de film, c'est que ce n'est pas une musique qui est utilisée pour le film, c'est une musique qui est composée sur mesure sur le film. Donc là un peu, c'est juste pour ouvrir une parenthèse par rapport à une mauvaise pratique qui se fait, et c'est la pratique où les réalisateurs demandent aux compositeurs d'envoyer une série de musiques. Vous nous envoyez une vingtaine, une trentaine de musiques, 10 musiques tristes, 10 musiques d'action, 10 musiques là. Et ça après, veut dire sans leur donner le scénario, ni le film. Même si le scénario est donné, même si l'histoire est donnée, mais au fait, ce n'est pas comme ça que la musique de film se compose. La musique de film se compose sur mesure avec la séquence, avec ce qu'on appelle les hit points, sur la base de ce qu'on appelle une session de spotting. Donc le réalisateur, le compositeur s'assoit, regarde le film, il visionne le tout et au fait décide seconde par seconde où la musique doit entrer, où elle doit sortir. Donc cette pratique de composer des musiques en vrac, les envoyer après... Il n'y a aucune inspiration. Après, parfois ce n'est même pas le réalisateur qui fait le placement, souvent c'est le monteur qui fait ça. Donc au fait ce canal de communication qui est censé être l'essence même de cette collaboration créative entre le compositeur et le réalisateur est brisée au fait. Bien sûr, parce que votre musique réalise le sens du film encore. Bien sûr. Dirais, hein, c'est pas... Donc on est encore une fois dans le storytelling, on est encore une fois en train de raconter la même histoire et donc il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre ce que la musique raconte et ce que l'image est en train de raconter, ce que les couleurs racontent, ce que la lumière raconte et tout cela. Est-ce que Younes Bahri, vous avez besoin d'aimer ou de travailler avec le réalisateur quand vous vous lancez dans... Est-ce que vous choisissez ou ils vous choisissent en général? Réponse très concrète et très réaliste et pas diplomatique. En ce moment, oui. Ok. Je pense que c'est aussi une question d'évolution en termes de carrière. Donc c'est normal que quand on démarre, quand on commence, on n'a pas le luxe de mettre le chaud, entre guillemets. Donc on prend parce qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on construise son portefeuille. Là, vous l'avez construit, voilà. Enfin, il est encore en train de se construire, mais après 13 ans quand même, donc ça va, il y a quand même une certaine exigence maintenant, de part et d'autre.
Donc maintenant, par exemple, je peux me permettre de sélectionner les projets sur lesquels je travaille, donc soit les projets qui me plaisent, soit les projets qui présentent un véritable défi pour moi. Donc j'aime bien expérimenter de nouvelles choses. Ou Par parfois exemple, aussi. ouais, qu'est-ce qui vous plaît? Je veux dire, quels sont comme ça les critères que... Au fait, c'est... Juste pour avoir une petite idée quand on est compositeur de musique. Est-ce que c'est très la subjectif, trame? hein, c'est très subjectif. Mhm. Ça peut être l'histoire, donc Ouais. une histoire qui nous plaît, qui nous tient à cœur. L'histoire de Sidi Lakhd El Makhlouf, par Oui, exemple. très belle. Je viens du monde andalou, chabi. ouais. Donc Sidi Lakhd El Makhlouf, c'est un sujet qui me passionne Mhm. particulièrement. Et donc là, par exemple, je fais abstraction de tout le reste. Je fais abstraction du paramètre budgétaire, du paramètre technique, du paramètre temps. Et c'est ça la priorité. Parfois, c'est la relation que nous avons avec le réalisateur, avec le producteur qui prime. Donc même si l'histoire est sympathique, mais elle n'est pas extraordinaire. Mais on sait que ça sera une partie de plaisir, donc la collaboration avec cette équipe. On aime bien le personnage, on a déjà travaillé avec cette équipe, donc parfois aussi c'est ça qui est déterminant. Qu'est-ce qu'on utilise quand on compose de la musique de film Younes Bahri? Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que maintenant Oui. les instruments, est-ce que on va pas faire l'atelier que vous avez fait, juste nous donner les grandes lignes. Nous, on n'est pas profond. Alors, on va dire que oui. c'est une combinaison d'instruments de musique, Oui. donc en acoustique et beaucoup de sons générés par ordinateur, dans ce qu'on appelle la musique assistée par ordinateur, la MAO. Ouais. Là, en Algérie, c'est extrêmement rare qu'on arrive à l'étape d'enregistrer des musiques en live. Donc soit souvent par manque de moyens, bien sûr, de budget, oui. par manque d'infrastructures pour enregistrer tout un orchestre, pour faire la prise de son d'un orchestre en acoustique, soit parfois par manque de... Parfois les réalisateurs n'accordent pas beaucoup d'importance à ça. Pour eux, si c'est quelque chose qui peut être produit en virtuel, donc en synthétique, pourquoi se casser la tête à faire un enregistrement, à rajouter du budget et tout? Mais dites-nous l'importance. On sent la différence. Ah mais absolument, voilà, absolument. je veux dire en synthétique et le en virtuel ne musique. se substitue jamais au réel. Voilà, c'est pas, ça donne pas. Il n'y a pas d'âme, je dirais. Absolument, ouais, absolument. Ouais. Souvent, il y a une bonne partie de négociation enfin, une fois qu'on connaît le réalisateur et le producteur. Ok, on préfère que la musique soit faite avec 3 instruments, mais que ces 3 instruments soient enregistrés en vrai, plutôt que de faire avec une sonorité très orchestrale, très épique, mais que tout soit fait en virtuel. Parce que, en fait, même, là j'ouvre une petite parenthèse, pour un compositeur, en général, et un compositeur de musique de film en particulier, on sent qu'on n'est toujours pas arrivé à être compositeur jusqu'à cette seconde où on entend sa musique jouée par un véritable orchestre. Bien sûr, ça, c'est un point d'inflexion, ouais, c'est un véritable virage dans la carrière d'un compositeur. La première fois où il entend sa musique jouée, enregistrée par un véritable orchestre. Ça, c'est quelque chose. Et ça, et pour vous, c'est... il faut le vivre. Bien sûr, vous l'avez vécu, voilà, avec la... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc ça aussi, ça fait partie de tout ce travail de pédagogie que les compositeurs doivent faire aussi auprès des réalisateurs pour les sensibiliser à l'importance de l'enregistrement de la musique. Et aussi, la musique de film, en ce moment, c'est l'un des rares créneaux qui fait vivre l'orchestre. Je ne parle pas en Algérie, mais un peu partout dans le monde. L'orchestre disparaît petit à petit. On le dissout, La musique de film, c'est aussi une façon de faire vivre l'orchestre, de faire travailler les musiciens d'orchestre, les musiciens de session. On pense à eux, bien sûr, surtout pendant la pandémie. Beaucoup n'ont pas fait de représentation, n'ont pas été sur scène, n'ont pas composé. Est-ce que, Younes Bahri, d'ailleurs, Ennio Morricone est mon meilleur scénariste, disait Sergio Leone à propos du célèbre compositeur de la musique Il était une fois dans l'Ouest. Est-ce que la musique ajoute une 3e dimension aux images et au dialogue d'un film? On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Enfin, la musique fait partie de la bande sonore. Dans la bande sonore où il y a les dialogues, le follet, les bruitages, etc. Mais au fait, oui, si on parle encore une fois de storytelling, on a l'image qui raconte quelque chose, on a le dialogue qui traduit en mots certaines parties de l'histoire. Et on a la musique qui est là pour compléter au fait ce que l'image et le dialogue ne disent pas. D'ailleurs, il y a juste là, ça me vient tout de suite, James Bond. Vous avez vu, on connaît tous la musique qui suit. En fermant les yeux, on sait que c'est... James Bond, Pirates des Caraïbes, voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont là, donc qui sont associés systématiquement tout à fait. l'histoire de... Oui. Alors on écoute, on va dire un de vos aînés. Je ne sais pas si vous aimez, vous connaissez, vous allez me dire juste après ça. Ça rappelle un film, c'est pas Leïla et les autres, je pense. En tout cas, Ahmed Malek, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Younes
Bahri, Mohamed Malik nous a marqué des générations. C'est quelqu'un qui a vécu bien vraiment en avance de son temps. De son temps, tout à fait. Pour moi, c'est l'un des seuls compositeurs de musique de film que l'Algérie, de véritables compositeurs de musique de film. C'est-à-dire pas des compositeurs qui ont aussi fait de la musique de film, mais un compositeur de musique de film. Voilà. C'est magnifique, c'est frustrant aussi que ce soit un métier qui n'est pas... Comment vous expliquez ça? Vous faites en plus des ateliers en ce moment au niveau de... Oui, c'était justement l'objectif, avec les gens de l'art que je salue. C'est aussi ça. Et d'ailleurs, cette masterclass que nous avons organisée n'était pas adressée aux compositeurs, principalement, elle était adressée aux réalisateurs. Aussi il y a eu un intérêt, il y a eu des échanges. Un intérêt, et ça a permis de déconstruire complètement les idées déjà préconçues sur le travail du compositeur et sur le process. Parce que souvent, les réalisateurs ne sont pas, même si c'est des réalisateurs qui sont chevronnés, qui sont expérimentés, ne prennent pas forcément le temps de se documenter, de se former sur le process de la composition de musique de film, qui est très bien codifié avec des étapes clés. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Partout dans le monde, il a sa place, hein, le compositeur absolument. Et le musicien. Le compositeur et son équipe. Souvent, quand on dit qu'on a notre équipe, mais pourquoi vous êtes compositeur, vous êtes censé tout faire seul. Pas du tout, il y a le music editorial. Et c'est ce que vous faites, vous travaillez tout seul. Bien sûr. Non, maintenant j'essaie toujours d'impliquer avec moi des personnes pour avancer plus vite, pour avancer plus efficacement. Et aussi par principe pour rester fidèle au process de composition de musique de film. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on peut se permettre ça. Et donc c'est dommage aussi qu'il n'y ait ni formation spécialisée même au niveau des écoles de cinéma, au niveau des écoles de cinéma, au niveau des festivals, bien sûr. Il y a des prix qui sont remis pour les différentes catégories. Il n'y a jamais eu que ce soit le festival d'Oran, le festival de Annaba, il n'y a jamais de catégorie de meilleure musique, par exemple. Il y en a une, et ailleurs dans un autre, voilà, on prime la musique d'un film, elle a son importance. Bien sûr, parce que comme vous l'avez dit, c'est la troisième dimension, donc c'est une partie intégrante et importante du film. Manal-Line, alors votre exposition au CCU, Centre culturel universitaire, c'est pas loin de Jamal Rahma. C'est Sciences humaines, Centre culturel universitaire Sciences humaines. Voilà. Khalifa Bou Khalfa, c'est juste en face de la mosquée Masjid Rahma. Voilà, c'est jusqu'au 12... C'est jusqu'au 12 février, Inch'Allah. Elle sera donc du dimanche au jeudi. C'est ouvert donc les horaires administratifs, hein, je pense aussi. 8h30, 16h, oui. Et le dernier jour, le 12 février à 14h, Inch'Allah, ils organisent une rencontre, donc je serai présente. Et on pourra donc, les gens pourront venir et discuter de l'exposition et poser des questions. Il y aura des échanges. Débattre, voilà. Est-ce que prochainement vous allez encore essayer de vous lancer en faisant une expo solo, Manal-Line? Oui, Inch'Allah. Bon, j'ai pas encore de date, c'est pas encore. Mais il y a des choses qui se préparent. Oui, il y a des choses qui se préparent. Voilà. On reste toujours dans la même thématique. Ce sera, je m'oriente plus vers l'aquarelle et l'huile, donc il y aura plus d'acrylique et il y aura plus de portraits, du portrait figuratif. Oui, et un peu je vais encore explorer le thème du patrimoine, Inch'Allah. Ok, oui, j'ai vu, hein, vous êtes inspiré par le patrimoine. Oui. Est-ce que c'est des expos-ventes? Oui. D'accord. Oui, est-ce que ça marche bien ou c'est timide? Pour l'instant, c'est juste pour découvrir. Donc, pour l'instant, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est juste pour montrer mon travail et tout. D'accord. Mais on va dire que c'est un projet, Inch'Allah, futur. Ça veut dire que ça va être votre travail. Vous allez être une artiste peintre confirmée. Vous n'allez plus tourner vers la mécanique. Alors, moi, je préfère, en fait, idéalement, on va dire, d'avoir les deux. Ok. Pour pas être restreinte dans ma pratique artistique. Je veux pas dépendre de ça. Parce que moi, je pars du principe que l'art, c'est pas de la décoration. En tout cas, c'est pas sa fonction première. Tout à fait. L'art visuel, donc déjà, ce qui est beau est subjectif. Donc moi, je pense que pour être totalement libre dans ma pratique artistique, je préfère avoir donc, un autre travail. Voilà. Très juste. Et développer mon... c'est ce que disait notre deuxième invité, hein, Younes Bahri. À votre expérience, comment un compositeur peut aussi bien contribuer à un film de guerre, un film d'auteur ou une série, et avoir sa propre signature reconnaissable? On saura que c'est le travail de Younes Bahri. La signature, elle peut émaner soit du son, donc une certaine façon dont le compositeur mixe son travail, par exemple, une sonorité, même si c'est un orchestre, donc classique qu'on peut écouter un peu partout, mais quand
quand on écoute l'orchestre mixé par ce compositeur, on sait que c'est sa touche. Ça pourrait être les aspects mélodiques, donc une certaine façon de composer la mélodie, qui va devenir la signature de ce compositeur. Ça pourrait être aussi quelque chose d'aussi simple qu'un accord, qu'une transition. Donc vraiment, c'est des choses avec de la répétition qui deviennent le cachet du compositeur. Mais si vous deviez définir votre musique en 2 mots? Pour moi, la principale caractéristique, c'est la mélodie. Donc, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus versé sur la mélodie avant de penser à l'orchestration. Elle est mélancolique ou pas, votre mélodie? Ça dépend de l'histoire. Ok, ça dépend de l'histoire. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. À vous deux, chers invités. Merci. Voilà, Alina Manel, qui expose au CCU, au Centre culturel universitaire. Votre exposition s'intitule Métamorphose chromatique. Allez-y, c'est jusqu'au 12 février. Et puis, on vous trouvera, monsieur Younes Bahri, dans d'autres masterclass ou plutôt dans... Oui, c'est dans il y a des projets en cours, donc Okay. avec l'ARC notamment, pour reproduire cette masterclass et pour faire d'autres masterclass aussi, beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus techniques. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de succès. Faites-nous de belles musiques et composez-nous de belles choses. Voilà, merci à Mohamed Walbi qui était à la réalisation, à Samir qui était à la technique, Lufgoum était à la régie et Ikram était au streaming vidéo. Badia Haddad vous salue et vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. L'émission, vous pouvez la trouver sur YouTube en début d'après-midi si vous avez envie de la réécouter. Yemen H.